Bonjour Monsieur D'Ambrosio, merci de nous recevoir. Durant cet entretien, on va s'intéresser à un sujet que vous avez beaucoup étudié, la responsabilité des multinationales dans le domaine du social, de l'environnement et du climat. Mais avant de commencer, pourriez-vous vous présenter? Bonjour et merci beaucoup de cette initiative. Je m'appelle Luca D'Ambrosio, je suis enseignant dans cette maison, donc à l'école de droit de Sciences Po, où je donne un cours sur le droit économique de l'environnement et où je donne aussi un cours sur la justice environnementale dans le cadre de la clinique. Je suis aussi avocat, j'exerce la profession d'avocat aussi bien en France qu'en Italie. Pour situer notre sujet dans son contexte, rappelons qu'à partir des années 90, le commerce international s'est développé avec ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Elles représentent actuellement 70% des échanges internationaux et se définissent par des flux de services, de matières premières, de composants et de pièces détachées qui traversent les frontières pour être intégrés en bout de chaîne dans des produits finis qui par la suite seront expédiés aux consommateurs du monde entier. Bénéfiques à la productivité des multinationales, elles leur permettent de répartir la conception des produits, la fabrication des pièces, l'assemblage des composants et la commercialisation des produits finis partout dans le monde. Cette répartition de la production peut causer des dégâts humains et environnementaux et elle peut constituer une entrave majeure à l'engagement de la responsabilité des multinationales. Ces conséquences néfastes ont pu être révélées à travers de nombreuses affaires médiatiques. On pense notamment à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, ou le non-respect des standards de sécurité par les sous-traitants de grandes entreprises internationales, y compris françaises, ont causé la mort d'environ 1100 travailleurs, sans parler des plus de 2500 blessés. Par ailleurs, l'affaire des fuites pétrolières du groupe anglo-néerlandais Shell au Nigeria, tout comme celle des pollutions produites en Zambie par les filiales de la société minière anglaise Vedanta, démontrent que le même schéma peut se reproduire dans le domaine environnemental. Dans ce contexte, pouvez-vous expliquer les obstacles qui traditionnellement empêchent de faire remonter la responsabilité juridique jusqu'aux têtes de chaînes globales de production? Ce que vous avez dressé, c'est un tableau assez accablant, ce qu'on pourrait qualifier d'irresponsabilité des entreprises transnationales. Ces obstacles sont de trois ordres. Le premier c'est assez ancien en vérité, relève de la fragmentation juridique des groupes d'entreprises et aujourd'hui des chaînes de valeur, des chaînes globales de valeur. C'est-à-dire que là où les chaînes globales de valeur, et avant même les groupes internationaux, renvoient à une unité économique, pour le droit, il n'y a que de différentes entités juridiques qui composent la chaîne globale de valeur. Ces entités, essentiellement des personnes morales, des sociétés qui peuvent relever de différents ordres juridiques, sont reliées entre elles par des liens de pouvoir, classiquement le contrôle d'une société mère sur une filiale, mais aussi, et de plus en plus, je dirais, des liens contractuels qui peuvent relier, par exemple, une filiale à un sous-traitant ou à un fournisseur. Le droit arrive à se saisir de ces liens seulement exceptionnellement. Par exemple, en matière environnementale ou en droit social, on peut parfois, si certaines conditions sont remplies, attribuer une certaine responsabilité à la société mère qui a, par exemple, un contrôle anormal sur sa filiale, mais il ne s'agit que d'exceptions. Je répète, pour le droit, là où il y a une unité économique, il y a une constellation, un archipel de sociétés qui sont dotées de leur autonomie juridique. Et la conséquence, c'est qu'il est impossible, sauf des exceptions que je répète sont vraiment marginales, de faire remonter
la responsabilité d'une filiale et encore moins d'un sous-traitant ou d'un fournisseur jusqu'à la société mère, c'est-à-dire jusqu'à la tête du pouvoir décisionnel et pouvoir économique de la chaîne globale de valeur. Ensuite, un deuxième obstacle relève de l'inscription des chaînes globales de valeur dans un contexte international et global. Eh bien, là aussi, le droit offre à l'entreprise des règles qui lui permettent plutôt de se jouer des diverses lois applicables. Pensons aux règles générales en matière de DIP qui contribuent à cette segmentation des chaînes globales de valeur. Mais pensons aussi en matière pénale à la règle générale, encore une fois, de la dimension territoriale des juridictions. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour un juge français d'exercer sa compétence sur des infractions qui sont réalisées à l'étranger. Donc, qu'il s'agisse du domaine civil, de la responsabilité civile ou du domaine de la responsabilité pénale, on voit que effectivement les règles qui permettent l'articulation des juridictions et l'exercice de la compétence vont dans la même direction, celle de cette fragmentation de la chaîne globale de valeur et donc de l'impossibilité de faire remonter encore une fois les responsabilités de la périphérie de la chaîne jusqu'au centre. Troisième obstacle concerne les difficultés d'accès à la justice dans les pays d'installation des groupes transnationaux et donc les difficultés d'accès à la justice dans la périphérie des chaînes globales de valeur. Pensons, vous avez cité l'affaire Vedanta, par exemple. Eh bien, c'est une affaire qui démontre que dans certains pays, l'accès à la justice est très difficile pour différentes raisons. D'une part, pour des raisons qui peuvent être techniques, c'est-à-dire un droit qui n'est pas forcément très accessible, un système de justice qui marche mal ou pas très bien, mais aussi des raisons d'ordre politique. C'est-à-dire que on parle souvent d'États qui subissent la pression économique exercée par les entreprises transnationales et pour lesquelles leur position de périphérie d'une chaîne globale de valeur a une importance économico-sociale très importante. Et donc, ce qui les amène finalement à ne pas non plus œuvrer pour améliorer leur accès à la justice. Mais encore une fois, ce sont les centres de pouvoir, donc la tête, comme vous l'avez défini, des entreprises transnationales et des chaînes globales de valeur qui se prévaloir de cette vulnérabilité économico-sociale. Et pour contourner ces obstacles, y a-t-il des initiatives qui se mettent en place à l'échelle internationale ? Alors, on peut dire qu'il y a eu dans l'histoire très courte du droit de la responsabilité des entreprises plusieurs initiatives. Et disons, on pourrait dire plusieurs vagues de régulation de l'activité des entreprises transnationales. Donc, une première vague se situe vers la fin des années 70. C'est à ce moment-là qu'on adopte deux instruments de soft law, donc des instruments non contraignants, qui sont adressés aux États,
mais qui concerne la responsabilité des multinationales. Et, je me réfère d'une part au principe directeur de l'OCDE, et d'autre part à la déclaration tripartite de l'OIT. Donc on est à la fin des années 70 et ensuite on assiste à une deuxième vague à l'orée des années 2000. Et c'est une vague qui vise à réguler l'activité des multinationales qui sont entre-temps devenues chaînes globales de valeur. Donc, je pense tout d'abord au Global Compact. Il s'agit d'une initiative lancée par l'ONU en 2000 et qui vise à inciter les entreprises du monde entier à adopter un comportement responsable dans le domaine des droits de l'homme, du respect des droits sociaux, en matière de corruption et en matière environnementale. Parallèlement, on assiste à la tentative d'adopter un traité international, donc un instrument qui soit contraignant. Eh bien, la première tentative échoue, on est en 2004, et donc ce projet de normes contraignantes applicables aux entreprises qui était négocié au sein de la sous-commission des Nations Unies pour les droits de l'homme est abandonné. Quelques années plus tard, il y a une nouvelle initiative qui est une initiative assez particulière parce qu'elle est à la fois une initiative d'ordre diplomatique et juridique, qui est menée par un professeur de la Kennedy School of Government de Harvard, John Ruggie, qui malheureusement il nous a quittés il y a quelques mois. Eh bien, lui, il mène une initiative que, je répète, se situe donc au croisement de la diplomatie et de l'activité juridique pour fixer les responsabilités des différents acteurs qui sont concernés dans le domaine. Donc, pourquoi je parle de responsabilité au pluriel et d'acteurs au pluriel? Parce que finalement, le résultat de cette initiative, c'est un ensemble de principes, donc les principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l'homme, qui ont été endossés par le Conseil des droits de l'homme en 2011. Donc, encore une fois, un instrument de soft law qui se fonde sur un triptyque Protect, Respect and Remedy, c'est-à-dire un triptyque qui vise à identifier les responsabilités des acteurs publics et des acteurs privés dans le domaine des droits de l'homme. Je répète, c'est un instrument de soft law qui est néanmoins aujourd'hui le principal référentiel à l'échelle internationale dans le domaine du business and human rights. S'agissant donc de la responsabilité des États, donc du volet Protect, l'instrument envisage incite plutôt, parce que je répète, nous sommes dans le domaine de la soft law, incite les États à adopter des régulations en matière de droits de l'homme. Et parallèlement, les incite aussi à envisager des systèmes d'accès à la justice et qui permettraient l'indemnisation des victimes des violations des droits de l'homme. Donc, c'est le volet Protect et le volet Remedy, donc le volet plutôt acteur public. Mais après, il y a un deuxième volet, c'est le volet Respect. Eh bien, s'agissant des entreprises, les entreprises sont incitées à développer, à déployer une démarche dite de due diligence au sein de leur chaîne globale de valeur. Donc il y a deux points de force quand même de cet instrument. Le premier, c'est d'apprendre les chaînes globales de valeur et deuxièmement, d'inciter les entreprises à mettre en œuvre une démarche dite de due diligence.
Mais c'est quoi cette démarche de due diligence? Elle est une démarche d'évaluation des risques. C'est-à-dire que les entreprises doivent cartographier les risques majeurs pour les droits de l'homme qui relèvent de leur activité directe, certes, mais aussi de l'activité des autres entités et donc des relations d'affaires. C'est là la terminologie utilisée dans les principes directeurs. Elle doit cartographier les risques qui relèvent aussi de l'activité des relations commerciales de partout dans le monde. Donc ça veut dire que l'entreprise doit d'abord cartographier les risques que son activité économique produit. Et deuxièmement, elle doit mettre en œuvre des actions pour neutraliser ces risques. Et selon les principes directeurs, elle peut arriver, s'agissant des relations commerciales, donc s'agissant de cette périphérie des chaînes globales de valeur, jusqu'à arrêter cette relation commerciale si elle soupçonne qu'elle puisse produire des violations des droits de l'homme. Donc vous comprenez que c'est quand même une avancée majeure. Et comme souvent dans l'univers juridique, les grandes avancées se font par le biais de la soft law. C'est-à-dire que la soft law, certes, elle n'est pas contraignante, mais elle permet néanmoins de cristalliser une norme à l'échelle internationale et de semer une petite graine qui pourra ensuite pousser éventuellement dans d'autres systèmes juridiques. Ces instruments de la due diligence, quel genre de responsabilité annoncent-ils pour les entreprises qui ne mettent pas en œuvre les procédures? Alors, afin de répondre correctement à cette question, il faut faire une distinction. Donc, on est toujours dans le cadre des principes directeurs des Nations Unies. Donc, dans cet instrument de soft law qui cristallise en 2011 cette règle de la corporate due diligence, donc de ce processus d'évaluation des risques au sein des entreprises transnationales et des chaînes globales de valeur. Eh bien, dans les principes opèrent une distinction entre deux cas de figure. Donc, le premier cas de figure concerne l'entreprise qui cause ou qui contribue à la réalisation d'une violation des droits de l'homme. Eh bien, dans ce cas, les principes permettent, je parle toujours, permettraient, vous comprenez, parce que la difficulté d'utiliser l'indicatif relève justement de cette normativité affaiblie de cet instrument, mais disons que les principes directeurs affirment qu'il y ait responsabilité. Là aussi, les termes sont plutôt vagues. On parle souvent on joue avec les mots responsabilité juridique, responsabilité morale. La chose qui nous importe, c'est que les principes reconnaissent une forme de responsabilité de l'entreprise tête de file dès lors qu'elle cause ou qu'elle contribue à la réalisation d'une violation des droits de l'homme. Deuxième cas de figure, l'entreprise ne cause pas directement la violation qui est, quant à elle, réalisée par l'une de ces relations commerciales, c'est-à-dire par un sous-traitant ou un fournisseur. Eh bien, dans ce cas, les principes sont plutôt tranchants et ils affirment qu'il n'y ait pas de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à l'entreprise tête de file de ne pas avoir réalisé toutes les actions susceptibles de prévenir une violation des droits de l'homme qui soit réalisée par une entité tierce. Eh bien,
c'est sans doute le point le plus critiqué ou critiquable des principes. C'est ce que une certaine doctrine qualifie de corporate accountability gap. C'est-à-dire que si on puise justement dans cette richesse sémantique de la langue anglaise qu'on perd un peu dans la langue française, où on utilise le mot responsabilité pour une responsabilité morale et juridique, eh bien, si on utilise l'anglais, on peut dire que les principes directeurs restent sur un niveau de responsibility, mais qu'ils ne s'occupent pas de la dimension de l'accountability dans le cadre de chaîne globale de valeur. Eh bien, ce choix, que je répète, a été longuement critiqué, et il est sans doute le plus critiquable, doit quand même être interprété et mis en contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est en 2011, donc on peut déduire sauf à être malveillant, mais ce n'est pas le cas, eh bien, on peut déduire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de consensus à l'échelle internationale sur cette possibilité d'engagement de la responsabilité civile ou pénale, on verra, de la responsabilité juridique de la société tête de file pour les violations des droits de l'homme réalisées dans la périphérie des chaînes globales de valeur. Et on retrouve le même principe exprimé aussi dans les principes directeurs de l'OCDE, qui ont quant à eux un champ d'application plus large. Ils s'appliquent aussi surtout à la matière environnementale. Et donc on peut conclure qu'effectivement en 2011, il n'y avait pas encore de consensus sur cette nouvelle règle de la responsabilité qui est en revanche aujourd'hui, qui existe et vit dans les ordres juridiques nationaux. À ce propos, la France semble avoir été le meilleur élève dans l'application des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, en promulguant le 27 mars 2017 la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d'ordre. On parle de tournant majeur, voire de révolution dans le régime de responsabilité des multinationales. Pourriez-vous nous parler de cette loi ? C'est une véritable innovation juridique qui se fonde sur une obligation. Donc une obligation pour les grandes entreprises françaises, donc les entreprises qui ont plus de 5 000 employés en France ou plus de 10 000 employés dans le monde, de mettre en œuvre un plan de vigilance visant à prévenir les risques de violation des droits humains, mais aussi les violations, les atteintes à l'environnement ou les violations, les atteintes à la santé et à la sécurité des personnes, dans toute leur chaîne de valeur. Donc on retrouve dans cette loi exactement le même esprit de la due diligence et des principes directeurs des Nations Unies. Donc les grandes entreprises françaises sont aujourd'hui obligées de mettre en œuvre ce plan, c'est-à-dire de cartographier d'une part les risques pour l'environnement, pour les droits humains et pour les droits sociaux qui découlent de l'activité de leur chaîne de valeur déployée de partout dans le monde. Et en même temps, ils doivent aussi réorganiser, je dirais presque, leur entreprise, leur organisation, pour neutraliser ces risques. Donc, vous comprenez qu'il s'agit d'une obligation qui a un potentiel énorme, surtout dans sa dimension ex ante, c'est-à-dire dans cette dimension préventive. Ce devoir de vigilance a aussi une dimension curative, une dimension ex post, car le législateur français
a aussi prévu que l'entreprise tête de file pourrait être considérée comme responsable civilement, donc elle pourrait être condamnée à réparer le préjudice qui est réalisé par les autres entités de sa chaîne de valeur, si on arrive à démontrer que la mise en œuvre d'un plan de vigilance aurait permis d'éviter la réalisation de ce préjudice. Donc, obligation légale, obligation de prévention, je dirais, et aussi une responsabilité ex post pour le préjudice réalisé. Donc ça, c'est le premier aspect de cette loi. Second point, il s'agit d'une obligation justiciable. Cela veut dire que quiconque démontre d'avoir un intérêt à agir, peut saisir un juge pour obliger une entreprise soumise à cette obligation légale de mettre en œuvre un plan de vigilance. La justiciabilité du devoir de vigilance s'articule autour d'un triptyque, donc une mise en demeure, puis une injonction judiciaire, et finalement, éventuellement, une condamnation à la réparation. Donc, c'est la dimension curative qu'on a déjà évoquée. Troisième point important, la loi sur le devoir de vigilance n'est pas une loi vouée à rester dans les livres, mais est une loi qui vit déjà dans l'ordre juridique, parce qu'il y a eu un nombre considérable d'affaires qui ont été introduites sur la base de cette loi. Donc, 2 affaires contre Total, une affaire en matière climatique qui est particulièrement intéressante car il permet d'élargir déjà le devoir de vigilance de l'environnement au climat, ce qui n'était pas encore évident, et surtout qui démontre que le devoir de vigilance peut être utilisé de manière particulièrement efficace en matière environnementale, où la dimension préventive de la responsabilité a une importance tout à fait particulière en raison des valeurs protégées. Par le biais du devoir de vigilance, cette action en justice vise à obliger Total de s'aligner aux objectifs fixés par l'accord de Paris. C'est une action qui fait écho à l'action qui a été introduite aux Pays-Bas contre Shell et qui s'est déjà soldée par une condamnation. Cette action démontre le potentiel que cette innovation a pour casser l'irresponsabilité des entreprises dans des domaines qui sont particulièrement susceptibles d'engendrer cette irresponsabilité. Et après, il y a eu d'autres affaires, une affaire qui concerne toujours Total en Ouganda. Donc, pas le biais du devoir de vigilance, on vise à contraindre Total à prendre en considération les risques que ce projet induit en matière de respect des droits humains et des droits des peuples autochtones. Et on a aussi une autre affaire qui est très intéressante, c'est l'affaire contre Casino, qui concerne les attentes aux droits des populations autochtones et les cas de travail forcé au Brésil et en Colombie, liés à l'importation de certains produits qui sont vendus dans les supermarchés français. La justiciabilité du devoir de vigilance permet de faire remonter les responsabilités jusqu'au centre de pouvoir. Ce qui est très intéressant aussi de cette affaire, c'est qu'il ne vise pas seulement à mettre en exergue la dimension préventive du devoir de vigilance, mais aussi la dimension curative. C'est-à-dire que dans cette affaire, les populations autochtones demandent
à Casino à être dédommagés en raison des préjudices causés par la déforestation à leurs terres ancestrales. Donc si on s'intéresse à la dimension curative du devoir de vigilance, vous avancez dans un article paru fin 2020 dans la revue Droit et Société que la France a choisi l'option la plus difficile pour engager la responsabilité civile de la société mère ou donneuse d'ordre pour manquement au devoir de vigilance. Pouvez-vous nous éclairer sur cette difficulté ? Oui. Alors, sans rentrer trop dans la technicité du sujet, on peut dire que la France a fait en 2017, pour la loi sur le devoir de vigilance, un choix a choisi un peu le chemin le plus simple, c'est-à-dire d'endosser le système de responsabilité civile, donc cette dimension curative du devoir de vigilance, au régime ordinaire de la responsabilité civile, ce qui implique la démonstration d'une faute et d'un préjudice, mais surtout d'un lien de causalité entre les deux. Or, la démonstration de la faute n'est pas très compliquée parce que effectivement c'est c'est une faute de vigilance, c'est-à-dire c'est le défaut de vigilance ou un mauvais plan de vigilance qui pourrait caractériser la faute. Le préjudice, a priori, est là. Ce qui est compliqué, c'est effectivement de caractériser la causalité entre le défaut de vigilance et la réalisation de ce préjudice. Mais d'un point de vue procédural, et ça c'est sans doute la plus grande difficulté, c'est la question de la charge de la preuve. La charge de la preuve incombe dans le régime traditionnel aux demandeurs, et cela se traduit donc en une charge de la preuve pour les victimes des violations des droits de l'homme ou des victimes des atteintes à l'environnement réalisées par l'entreprise transnationale. Ce qui risque de rendre la justiciabilité du devoir de vigilance très compliquée. D'autant plus que pour les demandeurs, la recherche de la preuve peut se révéler particulièrement difficile. Si nous revenons aux affaires que j'ai citées, il faudra aller chercher les preuves, d'une part, dans l'entreprise elle-même, parce qu'il faut rentrer dans l'entreprise pour comprendre dans quelle mesure, effectivement, les mesures de prévention ont été mises en œuvre ou pas. Et après, il faut aller dans les autres pays où les préjudices sont matériellement réalisés. Donc, vous comprenez que pour les victimes, la charge de la preuve est assez importante. Et y a-t-il des alternatives au modèle français d'engagement de la responsabilité civile des entreprises ? Une première alternative qui avait été aussi envisagée dans les différents projets de loi sur le devoir de vigilance en France était de renverser la charge de la preuve. C'est un mécanisme qui existe déjà et qui pourrait effectivement rééquilibrer au prétoire l'asymétrie qui existe entre les entreprises et les victimes des éventuelles violations des droits humains ou des atteintes à l'environnement. Et surtout, on remarque aussi que les instruments internationaux, je pense notamment à ces discussions qui sont menées au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en vue de l'adoption d'un traité contraignant, d'un traité international, donc d'un instrument contraignant, eh bien, vont dans cette direction. Et ce qui laisse entendre qu'effectivement, la loi française pourrait être améliorée sur ce point. On a parlé de la France, mais où en sont les autres États ? Y a-t-il d'autres bons élèves ? Alors, comme on l'a dit, la loi sur le devoir de vigilance est la première loi qui intègre au droit national le devoir de vigilance. C'est une loi donc très importante pour les raisons que nous venons d'évoquer, mais c'est aussi une loi qui est très importante parce qu'elle a déclenché une véritable dynamique
Et à partir de cette loi, donc, on assiste à l'adoption de lois similaires dans d'autres pays. Je pense à une loi qui a été adoptée en 2019 dans les Pays-Bas, mais limitée uniquement à la prévention du travail des enfants. Et ce qui est très important, en 2021, en Allemagne, donc l'adoption d'une loi sur le devoir de vigilance dans un pays qui démontre quand même la première économie de l'espace de l'Union européenne. 3 points différencient la loi allemande de la loi française. Le premier point, c'est la loi allemande prévoit un champ d'application plus large. Deuxième point, les obligations sont plus circonscrites. Donc la loi allemande renvoie par exemple en matière environnementale aux obligations résultantes de 3 conventions spécifiques. Troisième point, très important, la loi allemande a fait le choix de contourner le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que la loi prévoit des sanctions, qui sont des sanctions aussi très importantes, mais ces sanctions peuvent être appliquées non pas le juge, mais par l'Office fédéral de l'économie et du contrôle de l'exploitation. Et ces sanctions peuvent aussi prévoir le refus au marché public pendant une durée maximale de 3 ans. Dans son livre L'effet Bruxelles, comment l'Union européenne dirige le monde, Anu Bradford met en avant l'indirecte extraterritorialité des normes européennes. Elle explique comment, dans un souci d'économie, les multinationales choisissent d'appliquer les standards européens à toutes leurs activités au niveau mondial. Selon l'auteur, elles agissent ainsi non seulement pour garantir l'irréprochabilité légale de leurs opérations, mais aussi pour sauvegarder les coûts qu'une pluralité de régimes engendrerait. On pense par exemple à Microsoft ou Facebook et leur application du RGPD, ou encore à la multinationale américaine Dow Chemical, qui a annoncé en 2006 qu'elle se conformerait, et ce dans le cadre de ses activités mondiales, au règlement européen REACH, relatif à la production et à l'utilisation de substances chimiques. Ma question est, selon vous, quel impact global peut avoir un tel texte européen sur un devoir de vigilance des multinationales établies dans l'Union européenne ? Alors, il faut d'abord préciser, parce que nous ne l'avons pas dit, que ce texte existe déjà. Le Parlement européen a fait une proposition qui est actuellement à l'étude de la Commission européenne. La Commission européenne, ça fait maintenant presque 6 mois qu'elle renvoie la présentation de ce projet de directive et on confie dans la présidence de la France pour que cette proposition ait finalement lieu. Donc nous avons un texte, nous avons un projet de texte. Et ce projet de texte est très ambitieux. Il est très ambitieux en ce sens qu'il va exactement dans cette direction que vous venez d'évoquer. Et cette ambition, on peut la relever dans la définition du champ d'application de la directive. Parce que celui-ci, la directive ne s'appliquera, est destinée, du moins dans la rédaction du projet, donc elle ne s'appliquera pas seulement aux entreprises qui sont établies sur le territoire de l'Union européenne, mais aussi aux entreprises des pays tiers, mais qui vendent leurs produits ou leurs services à celui qui est le premier marché du monde. C'est-à-dire que finalement, l'Union européenne utilise sa dimension économique pour peser aussi dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de l'environnement et du climat à l'échelle globale. Pour terminer cet entretien, auriez-vous quelques mots pour les étudiants qui vous regarderont ? Alors déjà, c'était un plaisir pour moi. Et Merci. si je devais chercher un mot pour les étudiants, c'est d'investir ce champ. Ce champ d'études qui est aussi un champ de recherche, mais aussi un champ de pratique qui peut ouvrir des perspectives de travail, qui exige à la fois un engagement et une
une grande technicité, parce que vous avez vu quand même qu'il y a des questions techniques qui sont très importantes et qui brassent très large, donc du droit de la responsabilité au droit international privé, droit des sociétés, etc. Et on n'a pas parlé du droit des investissements qui peut aussi interagir là-dessus, droit du climat, droit de l'environnement. Donc vous voyez, vraiment, c'est un champ qui brasse très très large. Et donc technicité certes, mais engagement aussi. Et je dirais aussi la satisfaction de contribuer à un monde plus juste et surtout à la transmission d'une planète plus habitable aux générations futures. Très bien, merci. Merci à vous.